CNews dit la vérité. Aujourd'hui, personne ne veut la vérité. La vérité fait mal, la vérité bouleverse, la vérité perturbe, et tout est fait dans la société pour étouffer la vérité, pour qu'on ne puisse pas voir ce qui se passe, parce qu'on se sent plus à l'aise, plus apaisé lorsqu'on ne voit pas la vérité. Bonjour à tous. Alors hier j'ai fait une conférence qui a été assez animée, où j'ai parlé essentiellement de la place particulière de la France et Israël dans le chaos du monde, et donc deux personnages particuliers qui sont Macron en binôme avec évidemment Brigitte. Là véritablement je suis sur un sujet d'eschatologie. Je parle beaucoup en fait du personnage très particulier, pas du tout humain, qu'est Emmanuel Macron, et du fait que de toute façon c'est une bataille d'esprit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire face à quelqu'un comme ça, et en fait ça ne se passe que dans le domaine de l'esprit, du cœur, et vous verrez en fait il faut avoir le courage d'aller au bout de la conférence pour véritablement bien intégrer les choses. Et moi je vois en fait, puisque j'avais une 55 personnes face à moi dans la salle, et ben l'évolution, puisqu'il y a pas mal de personnes qui me disaient mais je pensais, comme disent tous les médias résistants etc., que Macron est un pantin, et finalement à l'issue des 2 heures, eh bien je comprends maintenant parfaitement que c'est pas du tout le cas. Et en quelques semaines il y aura la réouverture de Notre-Dame. On peut s'attendre à beaucoup de surprises assez terrifiantes, et pour vraiment comprendre quelle est la nature du binôme Macron-Brigitte, si on n'a pas compris après toutes ces années à la tête de l'État français, et avec un rôle véritablement diabolique au niveau de l'Union européenne et dans le monde, et j'en parle beaucoup dans cette conférence, eh bien vous verrez, avec l'ameublement, avec des vitraux éventuellement changés, avec le sol, etc. Enfin, ça va être assez épouvantable. Et il y en a qui se sont disputés avec des gens de leur famille ou autres sur des élections, sur des candidats, mais en tout cas on pouvait débattre des sujets, on pouvait même faire des blagues sur les Africains, sur les Juifs, sur tout ça, et puis d'un seul coup en fait, petit à petit, tout ça est devenu interdit. C'est-à-dire que l'humour c'était devenu quelque chose de dangereux, sauf si on était noir, on pouvait faire de l'humour sur les noirs. Ça agrandissait petit à petit. Donc il y avait tous les problèmes de censure, tous les problèmes de nouvelles lois qui apparaissaient en fait, qui empêchaient de s'intéresser à certains sujets. Donc on a les lois Guesso, etc. Enfin il y a eu beaucoup de lois qui sont apparues, mais les choses se sont accélérées véritablement avec Macron. Parce que je pensais que le danger principal, c'était pas le Covid, c'est pas l'injection, c'est pas l'anti-Russie, le ceci, le cela, etc. Pour moi, le danger principal, alors la plupart d'entre vous ne me connaissent pas, donc, mais pour moi, le danger principal, c'est Macron. Macron est quelqu'un d'extraordinairement dangereux. Et donc, j'ai essayé de convaincre des personnes qui avaient un peu d'audience que le débat, c'était pas Barnier, ou est-ce qu'il faut élire tel Premier ministre ou tel machin, c'est qu'il faut ne plus avoir comme président Macron et son binôme Brigitte Macron. Puisque ce sont, d'après moi, des personnes qui sont infiniment dangereuses. Mais j'avais un instinct qui me disait ça, il y avait beaucoup de choses qui le montraient, mais j'avais rien de vraiment flagrant pour étayer ce que je disais. C'est-à-dire, on avait martyrisé les Gilets jaunes, on était le pays qui avait été le pire pour le Covid, on était un pays très en avant sur la censure, on était un pays dans lequel les ministres à une époque, c'était des gens importants, et puis d'un seul coup on mettait Castex, Borne, enfin franchement des personnes, qui s'en souviendra, quoi, qui se souviendra, il y a eu des premiers ministres en France qui étaient quand même, historiquement c'est un poste important en fait, c'est le patron de la politique française, c'est pour ça qu'il y avait même des cohabitations, le président faisait l'international et le Premier ministre gérait les affaires courantes. Là maintenant, il n'y a plus tout ça en fait. Mais ça démarre vraiment
avec Macron. Et donc, il a été élu en 2017, Macron. Et avec un parti qui s'appelle En Marche, et il est réélu, malgré tous les efforts d'un certain nombre de personnes, en 2022 avec un parti qui s'appelle Renaissance. Et j'y reviendrai. Et, non mais c'est bizarre, hein, c'est les noms des partis. Et donc, en 2023, la photo officielle de Macron devient obligatoire dans les lieux de l'État. Donc c'est pas que les mairies, c'est les mairies, les commissariats, les écoles, les universités, les hôpitaux, les tribunaux, enfin voilà, c'est genre Corée du Nord. La photo du président obligatoire partout. Et dans un certain format, mais le format c'est le format du cadre qui est obligatoire. Et donc il y a un maire un peu malin qui dit ah, tiens moi je vais parce on peut pas la mettre aux toilettes comme certains disaient en plaisantant, ça a bien évidemment été anticipé, mais ils n'avaient pas anticipé qu'un maire ferait une photo comme un timbre-poste. Et donc ça m'amuse et je me dis tiens j'ai jamais regardé la photo officielle de Macron. Or comme j'ai une galerie d'art, ça m'intéresse de regarder qu'est-ce qu'il a fait. Et si vous vous rappelez, tous les présidents de la République, ils font des photos où ils se mettent en scène dans un jardin, dans une bibliothèque. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est un portrait officiel. C'est pas censé raconter une histoire, c'est censé être un portrait un peu plus évolué qu'une photomaton, quoi. Donc en général, c'est donné à un photographe assez âgé, un peu connu. Et c'est un peu comme une consécration pour le photographe en question d'être celui qui va faire le portrait officiel du président. Et la photo presque la plus sophistiquée, ça doit être Mitterrand dans une bibliothèque où il y a beaucoup d'objets entre guillemets, mais c'est vraiment des reliures. Et Hollande, il est dans le jardin. Et les détails, c'est qu'on commence à voir le drapeau européen dans la photo officielle du président. Alors il est un peu flou au toit de l'Élysée ou autre. Alors pas encore dans les portraits officiels. Mais ouais, il y en a partout. Et donc, je regarde la photo. Et là, franchement, sincèrement, je suis presque tombé à la renverse. Je me dis, mais c'est quoi cette photo ? Parce que c'est plus du tout un portrait, c'est comme un rébus, mais un rébus comme quelque chose de complètement apocalyptique avec des centaines et des centaines de messages et qui se parlent en fait des alignements d'objets, etc. Donc déjà je cherche si des gens ont écrit sur la photo en question, parce que moi je vois des choses, mais je me dis ça fait tellement longtemps. Je n'ai pas à me ridiculiser à parler d'un truc dont tout le monde a parlé, mais personne n'avait rien à foutre. Et je me rends compte qu'en fait, il y a eu 2-3 articles qui étaient écrits, mais très convenus. Genre, on ne comprend pas trop pourquoi il y a des iPhones, mais c'est un symbole de modernité, et puis on aime bien les livres qu'il a mis, et puis sa position, un peu dynamique, etc. Et il n'y avait rien de ce que je voyais moi dans la photo. Enfin, il y avait ça, évidemment, je l'avais vu, mais il n'y avait rien. Et donc, d'où je me pose, et puis je commence à prendre la photo, à dessiner, à regarder la structure de la photo, et puis tous les détails qui me troublaient. Et puis je me rends compte qu'en fait, quand je prends le portrait d'Emmanuel Macron, il y a le visage est coupé en deux, en fait, un peu comme un Joker ou double face, vous savez. Il y a une partie qui a l'air de rire, mais c'est un rire glaçant, et une partie qui fait la gueule. Mais c'est super net, vous prenez une feuille de papier, vous mettez sur une moitié, vous voyez la moitié, puis vous mettez sur l'autre moitié, vous regardez, vous dites, tiens, mais c'est très bizarre, c'est un côté très hypnotique. Et c'est troublant, résultat, comme effet. Ensuite, le corps, il a une tête d'homme, donc on voit bien que c'est un homme, mais lui qu'on a vu récemment dans des photos, il ressemble quasiment à Sylvester Stallone dans Rocky. Non, mais parce que c'était en plus, il fait cette photo dans une allusion à son combat avec Poutine, et il fait genre Rocky 4 parce que voilà, c'est le retour de Rocky 4. Et là, les bras sont très fins. Il faut regarder la photo. Hein. Ses bras sont quasiment minuscules et ses hanches sont larges.
Et donc, en fait, d'un seul coup, lui qui a des hanches très fines et qui est quand même assez athlétique, c'est pas Sylvester Stallone, mais c'est pas un... Enfin, voilà, il n'est pas gras. Et là, d'un seul coup, il est présenté comme, dans la photo, un peu bouteille de Perrier, grosse taille, petit bras, machin, très féminin. Donc, il a un corps très androgyne et un visage masculin. Alors déjà, quand vous connaissez un peu tout ce qui est transgenre, transhumanisme, toutes les références un peu diaboliques à des sociétés, culte de Baal, etc., vous dites, voilà, c'est bizarre, mi-homme, mi-femme, enfin... Alors lui, il est déjà mi-homme, mi-femme 2 fois, hein, avec son binôme, ça fait... Non mais, vous dites, mais c'est fou, quoi, et parce que ça fait quand même beaucoup. Mais ça, c'est juste le détail. Hein. Et puis, il se tient comme ça à son bureau, mais comme s'il allait sauter sur les gens qui regardent, comme s'il s'agrippait à la table. Et c'est bizarre, il y a une force dans les doigts qui n'est pas normale, alors qu'il devrait être détendu, devrait être calme, serein, etc. Non, en fait, là, vous passez la photo en noir et blanc, vous la retournez, et d'un seul coup, vous comprenez que les mains qu'il a et qui vous troublaient dans cette position, elles sont plus du tout troublantes quand il est à l'envers. Ça paraît naturel. C'est comme s'il se tenait à une barre fixe. Et là, d'un seul coup, c'est super naturel. Et d'un seul coup, vous comprenez, parce qu'il fait cette photo au 2e étage de l'Élysée, et quand vous connaissez le jardin de l'Élysée, il y a une super longue pelouse, et donc les arbres au fond, ils sont vraiment bas en fait. Puisque on ne les voit pas dans la perspective d'un 2e étage, puisque la photo, elle prend par le bas. Donc pour avoir des arbres qui dépassent ses épaules, enfin, si vous connaissez un peu le théorème de Pythagore, il faudrait qu'il fasse 300 mètres. Et là, il y a 2 arbres dans son dos qui dessinent des ailes. Par rapport à ce que je vous disais, quand vous passez en noir et blanc, tac, ces arbres qui évidemment ne peuvent pas exister, qui sont complètement photoshopés, c'est les ailes de la chauve-souris. Mais regardez, hein, vous verrez, c'est délire, et vous retournez et vous voyez les mains comme ça. Mais ça, c'est presque... Enfin, voilà, moi j'ai l'habitude de regarder des images, c'est mon métier de décoder des tableaux de toutes les époques, etc. Puisque les artistes, ils s'amusent à mettre des codes. Mais en général, il y a 3, un artiste, il est brillantissime, il y a 4, 5 codes, 10 codes. Mais là, il y en a des centaines. Alors, je continue à regarder, et puis sur la gauche de la photo, il y a un encrier doré, genre 18e. En fait, c'est 3 encriers, et il y en a un qui ressemble à un clocher, et au-dessus, il y a un coq. Et quand vous agrandissez le coq, en fait, le coq, il n'est pas comme un coq, vous savez, au sommet d'une église, une girouette, où ses pattes, là, on voit qu'il est empalé. C'est très important. C'est-à-dire que c'est décalé, en fait. C'est un coq empalé. Et le coq, c'est un animal biblique. En fait, il y en a 3 des animaux bibliques. Et il y a des livres de la collection Pléiade. Alors, je reviendrai un peu sur les livres de la collection Pléiade. Et les livres Pléiade, c'est des livres qui sont connus, ils sont doux comme la peau d'un bébé, parce qu'en fait, ils sont faits en cuir d'agneau. Donc, c'est de l'agneau écorché. Donc, vous avez un coq empalé, animal biblique, vous avez un agneau écorché, qui est un animal biblique. Donc, je cherche le 3e animal biblique. Ça, je n'avais pas vu tout de suite. C'était un peu compliqué, en fait. Il m'a fallu beaucoup plus de temps. Parce que le 3e animal biblique, c'est le poisson. Et je cherche, et il y avait quelque chose dans l'image qui me choquait. C'est-à-dire que derrière, entre le corps et le bras gauche de Macron, il y a une chaise cannelée, vous savez, avec comme de l'osier en fait. Mais elle n'a rien à faire là. Personne ne s'assied sur une chaise cannelée, il n'est pas assis dessus. Tous les présidents sont sur des chaises hyper confortables. Il n'y en a aucun qui se met sur une chaise cannelée, enfin, même à l'époque. Enfin, c'était des trucs de déco. Sauf que cette chaise cannelée, elle est là pour symboliser, à l'époque biblique, en fait, c'était comme ça qu'on pêchait les poissons et qu'on les faisait étouffer, en fait. Donc, vous avez les 3 animaux bibliques qui sont symbolisés ou évoqués très clairement sur la photo avec la mort la plus atroce pour eux. C'est-à-dire la suffocation pour un poisson.
c'est quand même assez terrible quand vous êtes un poisson, là, qu'on vous met à l'air, vous imaginez, c'est horrible, hein. C'est comme si nous on nous noie, hein. Vous imaginez, c'est pas cool. Hein. L'empalement pour un coq, hein, c'est quand même l'animal fier par excellence, donc être empalé quand on est le chef de la basse-cour, hein, bah voilà, c'est comme le supplice du pâle, hein, et l'agneau écorché, qui est quand même... Enfin voilà, j'ai rien contre les livres de la Pléiade, mais il se trouve que c'est évidemment pas une coïncidence d'avoir ces trois choses. Et même si j'aurais pu avoir un doute sur les deux premiers, le fait d'avoir ce dossier me convainc que c'est pas ça. Mais c'est pas tout. Donc l'encrier, en fait, puisque c'est un encrier, le 18e, ça symbolise... Alors déjà, il a une forme de calice. Alors c'est important, puisque le sang, j'y reviendrai souvent... sur des lignées christiques, etc. Mais c'est un encrier, et qui a une forme de calice. Donc c'est important, calice, rappelez-vous, parce que je reviendrai là-dessus. Mais un encrier, en fait, c'est l'écriture. Donc c'est un premier moyen de communiquer. Et cet encrier, en plus, c'est un clocher. Donc avant même l'écriture, vous savez, les cloches, c'était un vrai moyen de communiquer. Les clochers, ils étaient séparés de telle distance, donc depuis une cathédrale, on pouvait parler au clocher suivant, qui parlait au clocher suivant, et on pouvait traverser toute la France et faire circuler des informations très vite avec les clochers. Et c'était pour ça que les églises, elles étaient toujours disposées d'une certaine manière, avec tel type de cloche, qui pouvait non seulement parler à nos âmes, à cause de la fréquence des cloches, mais parler à distance raisonnable. Et donc un pays, en fait, il était... capable de communiquer très vite grâce à son réseau de clochers. Et donc, vous avez l'écriture. Le deuxième objet dans l'alignement, ceux qui ont la photo sous les yeux, c'est un livre, et ce livre, il est ouvert. Et ça, en fait, j'ai su sur quelle page c'était ouvert, parce qu'il y a Sibeth Ndiaye, qui était la chargée de la communication, qui fait tout un film de la séance de photos, qui est encore visible, et où elle tourne autour et elle dit mais on n'en revient pas, on ne comprend pas, Macron est arrivé avec des sacs et il a tout installé, c'est lui qui a fait, et elle le décrit comme s'il était en transe. C'est-à-dire il fait tout ça comme s'il était dans un état second. C'est pas quelqu'un qui lui dit de faire ça, c'est pas quelqu'un qui le téléguide, c'est lui qui sait exactement dès 2017 qu'il veut faire. Et vous allez savoir qu'il savait bien avant, puisque je vais vous raconter tout à l'heure le petit détail encore plus incroyable. Donc dès 2017, il sait ça. Et le livre, c'est les mémoires du général de Gaulle, et il est ouvert sur la page de la dissuasion nucléaire. Donc c'est intéressant, puisqu'il n'est pas ouvert sur cette page au hasard, puisqu'on voit dans le film de Sibeth qu'il cherche frénétiquement à l'ouvrir exactement à cette page. Donc il cherche, et finalement il trouve la page qu'il veut, et il l'ouvre sur cette page. Et ça, donc, c'est un livre. Donc vous avez l'écriture calligraphique. Là, vous avez l'imprimé. D'accord? Et je vous ai dit tout à l'heure, sur la table, il y a 2 iPhones. Bizarre, hein, le président français, 2 iPhones sur son portrait officiel qui sont visibles. C'est évidemment pas un oubli, c'est pas une erreur. Chaque millimètre est important. Vous avez 2 iPhones, l'un sur l'autre, couchés. Donc vous avez un encrier, vous avez un livre et vous avez 2 iPhones. Et les iPhones, c'est quoi? C'est le multimédia. Donc vous avez l'évolution des outils de communication. Mais vous n'en avez pas un seul, hein, parce qu'en fait, s'il avait juste voulu dire multimédia, il en aurait mis un. S'il en a mis 2, c'est qu'il voulait dire autre chose. Et l'autre chose, c'est que, en fait, c'est quoi un iPhone? Pour ceux qui ont des iPhones, un iPhone, c'est quelque chose qui est assez long, qui est en métal et en verre, si on devait résumer. Et qu'est-ce qui est très important, qui a marqué toute notre époque, qui est en métal et en verre et qui s'est trouvé couché au sol? Il y en avait 2 exactement pareils. Les tours jumelles. Et en fait, il nous le dit, si jamais on hésite, vous allez voir, le truc est complètement fou. Mais vous allez pouvoir le voir sur la photo. C'est-à-dire, vous vous rappelez, il y avait un coq qui était au sommet d'un clocher. Et bien, le reflet du coq est sur le téléphone. Mais cette fois, on ne voit plus du tout les pattes. Ça coupe les pattes. Et en fait, c'est comme si c'était devenu une poule en train de pondre un œuf.
Et les téléphones, il y en a 2 et ils dessinent un 11 puisque c'est 2 barres en fait les téléphones. C'est-à-dire si vous regardez, c'est un 11 couché. Vous avez la poule qui symbolise l'œuf, le 9, et donc c'est 9, 11. Et c'est comme ça, si jamais on n'avait pas compris que ça symbolisait les tours jumelles qui s'étaient effondrées. Et pourquoi il parle de ça? Parce qu'en fait, ça c'est le Patriot Act, c'est-à-dire l'autorisation de lire et de considérer tout le monde comme un ennemi, puisqu'en fait l'ennemi devient l'ennemi de l'intérieur. Puisqu'en fait l'attaque n'est pas venue de l'extérieur, est venue de l'intérieur, et le Patriot Act en fait va permettre légalement d'espionner tous les Américains. Et c'est quelque chose d'énorme qui s'est passé avec le Patriot Act, c'est un truc qui n'aurait jamais été concevable. C'est-à-dire il n'était pas concevable aux États-Unis. Vous vous rappelez, il y avait des films d'Hollywood où il y avait toujours des gens un peu dans des sociétés un peu secrètes de la CIA ou autres qui espionnaient le Watergate, ou, vous voyez, des choses comme ça. Mais c'est des scandales terribles parce que c'était illégal. Et celui qui avait fait ça, il avait sa vie brisée s'il était pris la main dans le sac. Mais là, d'un seul coup, ça devient légal. C'est-à-dire qu'en fait, il devient légal de considérer que n'importe qui est possiblement un ennemi et que, bon, après, c'est aller plus loin, hein, Guantanamo, etc. Et donc, vous avez ça. Et là, ça ne s'arrête pas là. C'est ça qui est... Donc, vous avez... il dit qu'il contrôle l'écriture, qu'il contrôle l'imprimerie, qu'il contrôle le multimédia, puisqu'en fait, tout ce qui va être sur la photo, c'est ce sur quoi il veut avoir une emprise. En plus, c'est du côté droit, en fait. C'est la main... c'est la main droite, en fait, la main qui domine. Et dans le même alignement, qu'est-ce qu'il y a? Donc, sa main droite. Et qu'est-ce qu'il a à la main droite que Macron a et qui est toujours quelque chose, une source de questionnement? Il a des anneaux. En fait, il a des anneaux à la main gauche et il a des anneaux à la main droite. Et si vous vous rappelez, Hariri, un peu l'homme, l'écrivain le plus sioniste de la Terre, en fait, qui explique dans tous ses livres qu'il n'y a qu'un seul peuple élu, hein, et puis tout le monde les lit sans réaliser ce qu'en fait on leur demande de lire. Et bien, Hariri avait dit, voilà, un jour, quelqu'un aura un anneau qui dépassera en fait tous les pouvoirs. C'est l'anneau du Seigneur des Anneaux, en fait. C'est un anneau d'un pouvoir absolu, c'est genre un anneau qui détiendrait l'intelligence artificielle ou un outil de contrôle d'une intelligence artificielle qui lui permettrait de contrôler le monde. Mais Klaus Schwab le dit, tout le monde le dit, celui qui sera le premier à contrôler, entre guillemets, une intelligence. Et Macron nous l'annonce, c'est-à-dire qu'il a cet anneau. Après, vous pouvez me croire ou pas, hein. Moi je vous raconte mon analyse de la photo, hein. C'est que mon analyse. N'empêche que vous avez 4 objets qui montrent, entre guillemets, clairement que cet anneau, il a une place très particulière dans une séquence, qui est la séquence de l'évolution, entre guillemets, de la communication entre les êtres, ou du contrôle de la communication, puisqu'avec le multimédia, il fait le Patriot Act, et donc on passe d'un cycle de communication volontaire à un cycle de communication involontaire, entre guillemets, et qui finit avec son anneau. Mais c'est pas du tout une coïncidence, hein. D'un seul coup, l'anneau prend son sens, c'est-à-dire que pour moi, je n'avais plus de questions sur son anneau, c'est-à-dire puisqu'il nous le disait, et il nous le disait dès qu'il prend le pouvoir. C'est-à-dire que pour que le pacte avec le diable soit réalisé, il ne faut pas qu'il nous mente, et il faut qu'on consente. C'est-à-dire que comme c'est dans tous les lieux publics, dans tous les endroits, et qu'on le voit, si on accepte Macron, on accepte tout ce qui va avec lui et qui nous présente dans son portrait officiel. Mais ça, c'est que le côté gauche. Non, mais enfin, le côté gauche, c'est le droit de Macron et gauche de... Parce que de l'autre côté, il y a également des objets. Alors, je ne vais pas tout vous raconter parce que j'ai fait une longue vidéo qui dure 2 heures où je décris tout ça vraiment très en détail, mais il y a une pendule mécanique. Et si maintenant vous observez Macron depuis des années, à chaque fois qu'il a des réunions importantes, même à l'étranger, il a une petite pendule, alors pas la même que sur son portrait officiel, mais une petite pendule officielle, mais qui est tout le temps la même, mais qui n'est pas la même que la grosse qu'il avait sur la table, et qui déplace avec lui. Parce qu'en fait, il est le maître du temps. Il n'est pas le maître, le grand maître des horloges, en fait, c'est Dieu.
Mais le maître du temps, c'est le diable. Après, faut que vous repreniez les religieux, etc. Mais il se présente comme celui qui contrôle le temps. Et d'ailleurs, les aiguilles sont en principe un horloger. Quand il met une horloge éteinte, vous regarderez dans les vitrines d'horlogerie, il y a toujours le 10, le 2 et le 6. Et en fait, c'est dans la position de la crucifixion. Pourquoi c'est dans cette position? Parce que le Christ ressuscite. Et donc, si vous mettez les aiguilles dans la position du Christ crucifié, bah ça veut dire que l'horloge va redémarrer quand vous allez... puisque c'est comme ça, c'est un truc d'horloger, en fait. Ils savent que pour que l'horloge redémarre, c'est bien de la mettre dans la position. Et lui, il fait la position inverse. C'est-à-dire que les aiguilles, elles sont inversées, en fait, par rapport à l'horizontale. Mais en les inversant, les aiguilles, en fait, elles indiquent, alors je ne sais plus exactement, mais ça indique le nombre de secondes dans une journée. C'est-à-dire que le chiffre, c'est le nombre de secondes dans une journée. Alors refaites le truc, j'ai plus en tête, mais vous verrez, puis je l'explique dans ma vidéo, qui confirme le côté maître du temps, puisqu'en fait, c'est pas du tout une coïncidence ce chiffre. Et il y a 2 livres devant, 2 autres Pléiades, il y en avait 3 sur la table, qui sont le rouge et le noir et les nourritures terrestres. Donc Stendhal et Gide, bon, si vous connaissez un peu les livres, c'est intéressant, mais en réalité, comme les livres sont fermés, ce qui compte, c'est pas le contenu du livre, c'est l'intitulé. Et donc rouge et noir, c'est le diable, et nourriture terrestre, c'est nos âmes, en fait. Et donc, il nous indique qu'en tant que maître du temps, en fait, il est le diable et qu'il va contrôler, en fait, nos âmes. Puisque les nourritures terrestres, c'est ce fameux pacte avec le diable. Mais il nous dit tout, c'est écrit, c'est visible. Mais évidemment, même quand je vous le dis, c'est tellement énorme que c'est difficile à croire. Mais pourtant, c'est son portrait officiel, il date de 2017, il ne l'a pas refait, et il l'a fait, voilà. Mais c'est ça qui est encore plus troublant. Alors il y a plein d'autres choses, hein. La position des drapeaux, tout ça en fait, la forme exacte, si vous tracez juste la structure de la photo, ça ressemble complètement à l'anneau sigillaire en fait des adorateurs du diable à l'époque de Bâle. Donc c'est comme si vous mettiez le tampon, et qui ressemble strictement au trident ukrainien. Et le trident ukrainien a son origine avec le trident des dynasties khazars. Donc si vous prenez les dynasties khazars au 5e siècle, le plus vieux blason du monde qui est encore en usage, puisqu'en fait il a disparu pendant longtemps, mais il est redevenu en usage avec l'Ukraine après Médane. Donc c'est quand même fou. Le cheminement, et bien la structure de la photo de Macron, c'est la structure en trident et avec toutes les fioritures au niveau de la table, exactement comme le drapeau ukrainien. Et donc, oui. Juste une question par rapport à la photo. Du coup, quand on voit Macron derrière les arbres, ouais. Pourquoi vous dites que les arbres, ça ressemble à des ailes? Si vous les passez en noir et blanc et que vous retournez la photo, sans la retourner. Ah ben, il faut la retourner puisque ça ne marche. Elle a du sens que retourner cette photo à cause de ses mains et de l'attitude de ses mains. Non, mais la tête au milieu de 2 arbres, pour moi, ça me fait des cordes. Ah non, ouais, enfin, vous pourriez voir des cordes. Peut-être, enfin, chacun peut voir ce qu'il veut. Moi, je vous dis ce que je vois. Après, moi, je ne vous impose pas ma vision. Hein. Vous êtes venu pour écouter mon point de vue, mais c'est pas la vérité, hein, c'est ce que je pense. Moi, je suis très à l'aise avec ça, puisque j'ai compris, grâce à tout ce travail que j'ai fait, qu'on était par rapport à quelqu'un qui était assez exceptionnellement dangereux. Et quand je vais vous raconter la suite, là, j'ai raconté que la photo, mais là, je vais vous raconter d'autres choses et qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans le monde. Ça ne s'arrête pas là. Alors, ça, c'était pour la photo. Sauf qu'il y a une chose très spécifique sur cette photo qui est particulièrement étonnante, c'est le maroquin sur la table. Et en fait, c'est un maroquin rouge sang. Mais vraiment, et il n'y a jamais de table rouge sang.
Et en fait, on apprend en faisant une enquête que c'est la première demande quasiment qu'a fait Macron quand il est arrivé à l'Élysée, c'est qu'il a demandé qu'on change le cuir de la table pour mettre un cuir rouge-sang d'un certain type. Et en fait, quand on voit l'image de Sibeth Ndiaye qui tourne autour de la table, on a vraiment l'impression que cette table, c'est un bain de sang. Et on voit sur la photo, évidemment, que c'est tout rouge, mais quand vous avez les lumières un peu au-dessus, comme elle tourne autour, on voit, et en fait, c'est très important, parce qu'en fait, il a choisi une table qui est comme un bain de sang, en fait, comme un trophée sur laquelle il va y avoir plein de choses. Alors, je pourrais vous raconter la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, la cérémonie de clôture, enfin je pense que vous avez peut-être un peu vu les choses, mais l'offrande avec le drapeau, etc. Mais tout ça, ça se passe qu'en France. Il y a eu toujours des trucs bizarres dans les cérémonies d'ouverture, parce qu'en fait c'est fait pour faire passer des messages, c'est comme la couverture de The Economist, c'est comme toutes ces choses-là, en fait c'est jamais véritablement le hasard. Enfin, cette couverture de The Economist, si on voit le Hamas et Netanyahou en deltaplane, franchement, faut être très visionnaire de ce qui va se passer pour imaginer une telle scène. Et la présidente du Mexique. Pardon? Et la présidente du Mexique, dont on voit la silhouette. Oui, bien sûr. Et non, mais parce que c'est comme s'il y avait des personnes qui savaient en fait ce qui va se passer ou qui sont capables d'écrire de l'histoire ou l'influencer. Mais quand ça atteint un certain niveau, on peut s'interroger. Quand on reprend l'Apocalypse de Saint Jean, qui a quand même été écrite il y a 2000 ans, puisque c'est un contemporain du Christ, et on se dit, merde, il y a beaucoup de choses qui se passent, parce que Macron n'a pas simplement fait un portrait officiel de lui comme président de la République française, il a fait un portrait de lui comme prince d'Andorre. Parce que pour être... alors, évidemment, il est le prince des ténèbres, hein, s'il est envoûté par le diable, mais pour coller avec l'Apocalypse de Saint Jean, il faut un titre royal. Et donc, prince d'Andorre, c'est parfait. Donc, il a fait une photo officielle de lui comme prince d'Andorre, et il n'y en a aucun autre président qui l'a fait, en fait. Ça leur a même pas traversé l'esprit de le faire. Et Macron est né le 21 décembre 1977. Et il est né à Amiens. Donc, c'est un homme d'Amiens. Et si vous vous rappelez, il y a un film qui s'appelle Damien la malédiction, qui date de 1977, avec Grégory Peck, qui est un super film. Je vous invite à le regarder parce que vous avez l'impression que ce film raconte l'histoire de Macron, en fait. Et c'est fascinant. Et pourquoi ça s'appelle Damien la malédiction? Parce qu'en fait, dans tous les livres prophétiques, etc., l'Antéchrist viendra d'Amiens. Et pourquoi il viendra d'Amiens? Parce que c'est une ville très très particulière. Et d'ailleurs, c'est une ville avec une cathédrale. Et la rosace de la cathédrale, au milieu, il y a un pentagramme inversé, qui est le signe du diable, en fait. Donc c'est bizarre dans une cathédrale d'avoir le signe du diable au milieu de la rosace, en fait. Ça fait partie d'énigmes que personne ne réussit à comprendre et qui intéressent tous les historiens depuis des centaines d'années, de comprendre ce que fait ce pentagramme-là. Et puis il y a plein de symboles, voilà. Et Damien la malédiction, en anglais, c'est Damien the Omen. Et le chien des Macron s'appelle Nemo. Nemo, c'est Omen à l'envers. Et c'est un griffon. Et alors, il y a une histoire drôle ou pas drôle avec ce chien. Non, mais c'est complètement fou, en fait. C'est qu'il n'y a pas de détails qui sont laissés au hasard. Ils nous disent tout, mais vous refusez tous d'écouter, en fait. Moi, je ne suis pas du tout un prêcheur. Enfin, vous voyez, moi, je vous raconte ce que j'ai vu. J'ai pas de... Enfin, voilà, quoi. Mais j'analyse l'actualité. Ça paraît très important. Donc, je passe du temps ce soir à vous dire, parce que plus des 2/3 d'entre vous ne me connaissent pas, donc ils ne connaissent pas ça. Donc je me dis, ça vaut le coup de le rappeler. Même ceux qui connaissent, je pense que je vois à leur regard qu'en fait, ils ne connaissaient pas aussi bien. Vous ne regardez pas sérieusement mes vidéos. Et le 21 décembre, c'est le jour le plus court. Oui, c'est le jour de la nuit. Mais ce qui est intéressant avec le 21 décembre, c'est que Macron, le 17 décembre 2020, il annonce qu'il est cas contact. Il ne dit pas qu'il est malade du Covid, il dit qu'il est cas contact. Et à l'époque, quand on est cas contact, on doit s'isoler. Vous vous rappelez, on n'a pas besoin d'être malade pour s'isoler. Il suffit de savoir qu'on a été en contact avec quelqu'un. Vous aviez même eu le truc avec Castex, avec sa fille, avec... Enfin, vous voyez, il nous racontait tout, en fait. C'était les hommes politiques.
ils avaient tous les trucs les plus incroyables. C'est comme la famille royale d'Angleterre, au moment où il y a une épidémie de cancer dans le monde, ils en ont aussi dans la famille royale d'Angleterre. Ça paraît à tout le monde normal d'avoir un cancer, puisque ça touche même la famille royale d'Angleterre, donc c'est qu'il y a un truc dans l'air du temps. Bref, il annonce qu'il est cas contact positif. Et le 22 décembre, le lendemain de son anniversaire, il fait une vidéo où tout le monde se rappelle, il fait comme un TikToker, et il a un t-shirt noir avec une chouette. Et puis tout le monde essaie de voir Illuminati, culte de Baal, etc., etc. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui s'est passé le soir de son anniversaire. Le soir de son anniversaire, il s'est passé un phénomène astronomique rarissime. Rarissime. C'est-à-dire que Jupiter, Saturne, la Terre et le Soleil ont été alignés un soir de pleine lune, solstice d'hiver. Ça n'arrive, enfin c'est genre, d'après les lois de Kepler, ça arrive une fois tous les 1000 ans. Et c'était arrivé d'ailleurs pour la naissance du Christ à Bethléem, puisqu'on sait avec les lois de Bethléem quand ça arrive. C'est les fameuses étoiles du berger en fait. Et on a les images, ça vous pourrez trouver sur internet très facilement, où on voit les planètes se rapprocher, parce qu'en fait c'est des planètes, mais elles brillent dans le ciel, hein. Vous savez, Vénus, Jupiter, on les voit en fait. C'est comme ça, hein. C'est pas des soleils, mais on les voit. Et en fait, on les voit s'aligner, et elles s'alignent sur Versailles. Alors peut-être pas exactement sur la lanterne, mais elles s'alignent sur Versailles. Et alors là, c'est intéressant de voir ces travails en équipe, parce que il y avait Zoé Sagan, enfin Aurélien, et lui, il avait des informations disant qu'il y avait eu des espèces de fêtes très bizarres, où il y avait beaucoup de gens qui étaient arrivés du monde entier, alors qu'il était censé avoir le Covid, dont Bernard Arnault, Miel, enfin des gens. Et pourquoi la lanterne, c'est intéressant? Parce que d'une part, il y a des grandes murailles, personne ne sait ce qui se passe dedans, et autour, il y a 3 aéroports hors douane. Donc en fait, vous pouvez arriver du monde entier à la lanterne sans que personne ne sache jamais que vous y êtes venu ou reparti. Et donc il s'est vraisemblablement passé une cérémonie d'initiation avec des gens très importants et très initiés pour Macron, pour cet anniversaire particulier, avec cet ordonnancement de planète. Parce qu'en fait, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués en fait dans son ascension mondiale. Donc, je sais que tout le monde pense que c'est un pantin, parce qu'on vous explique ça à longueur de journée, mais j'essaie de vous dire que c'est pas vrai. Et j'espère que petit à petit, vous allez observer, vous allez comprendre qu'en fait, Macron n'est pas un pion. Les autres sont des pions, en fait, de Macron. Et à part Poutine et un certain nombre de personnes qui ont réussi à éviter ça. Vous vous rappelez la scène où Macron essaie d'être le faiseur de paix avec Poutine, et à la fin, il arrive dans un avion, personne ne l'attend à l'aéroport, puis il se retrouve avec la grande table en entrant par une porte dérobée, etc. Mais il a fait la même chose avec les Iraniens, puisque même les Iraniens ont dit, nous on a cru, quand Macron nous a rencontrés aux Nations Unies, qu'il y avait la paix, et en fait, quelques heures après la réunion, il faisait le pire bombardement et il tuait tout le monde. Notre chef des gardiens de la Révolution, Nasrallah, plus. C'est à cause de gens comme ça qu'il ne peut pas y avoir de confiance dans le monde et il ne peut pas y avoir de paix. Mais ça a été dit par les Iraniens. C'est-à-dire qu'explicitement, ils ont dit que Macron était vraiment l'empêcheur de paix, en fait. C'est-à-dire celui auquel les gens ont envie de faire confiance parce qu'il est convaincant, mais en fait, il est celui qui poignarde dans le dos à chaque fois. Et c'était ce qu'il était en train de faire, évidemment, avec les Russes, puisqu'en fait, il voulait que les Russes attendent l'hiver, la fin de l'hiver, et donc ils ne pouvaient plus attaquer, puisque le sol allait être boueux et qu'on ne peut pas attaquer avec des chars et tout sur un sol boueux, puisque l'hiver, c'est la meilleure période pour faire la guerre en... Il n'y a pas de bonne période, ne vous trompez pas dans mes propos, mais il faut faire ça en hiver ou complètement en été, mais en été, c'est pas très agréable parce qu'il y a plein de moustiques et de trucs comme ça. Enfin, bref, l'hiver, c'est le bon moment pour faire la guerre parce que le sol est bien dur et bien facile. Et donc, donc, il trahit, entre guillemets, la confiance qui est placée en lui par les personnes et évidemment par nous, les Français.
je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive.